Alors maintenant, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on entend par intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle. Le mot simuler est assez important. Donc l'objectif, c'est pas de recréer un humain, c'est juste de simuler les comportements d'un humain dans un cas, pour un contexte bien précis. L'intelligence artificielle existe depuis 1950. En fait, la première intelligence artificielle était très simple. C'était tout simplement un chercheur qui avait mis en place un système de chat qui prenait le texte qui avait été écrit par l'autre personne et qui le répétait, tout simplement. Et un de ses collègues s'est connecté sur le chat, puisqu'il avait l'habitude de chatter avec son collègue, et puis il écrit bonjour. Du coup, automatiquement, le chat a répondu bonjour. L'autre lui dit ça va. Automatiquement, il a répété ce qu'on lui avait écrit, donc c'était écrit ça va. Donc en fait, la discussion a continué comme ça un bout de temps, jusqu'à ce que l'autre commence à s'énerver et dit oh, tu te fous de moi. Et en fait, ça a été considéré comme la première intelligence artificielle, puisque la personne avait eu l'impression de parler avec un humain. Donc vous voyez que c'est très simple, c'était vraiment basique, mais la personne avait cru que c'était un humain, et du coup, à ce compte-là, on appelle ça de l'intelligence artificielle. Alors, comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle existe depuis longtemps, mais c'est vraiment que récemment qu'il y a eu un engouement assez hallucinant pour cette technologie. Et pourtant, les technologies informatiques, disons, n'ont pas vraiment évolué depuis. Donc on peut se demander pourquoi il y a cet engouement maintenant et pas avant. En fait, ce qui a changé, c'est les données. Vous savez que maintenant, on utilise tous des smartphones avec des GPS, des capteurs de partout. Il y a aussi énormément de caméras dans la rue, dans les magasins, etc. Et ce sont tous ces éléments-là qui permettent de capter, d'enregistrer, de tracer toutes vos activités. Donc votre position, les clics que vous faites, le temps que vous passez à regarder des vidéos, etc., etc. Il y a énormément d'études qui ont été faites dessus. Il y a même des outils qui permettent de capter votre regard pour savoir où vous regardez sur une page web, combien de temps vous passez à regarder les éléments de pub à droite à gauche. Donc c'est assez important. Et tous ces éléments-là, en fait, nous fournissent énormément de données. Donc beaucoup, beaucoup de données. C'est ce qu'on appelle le big data maintenant. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont faire que eh bien, les techniques les techniques d'intelligence artificielle se sont développées parce que vous allez voir que pour que ça marche, pour que on fasse de la bonne intelligence artificielle, on a besoin de beaucoup de données. Je vais passer à la diapo suivante. Alors, je vais vous faire un bref historique sur l'intelligence artificielle. Je vous conseille d'aller voir la vidéo là que j'ai mise sur YouTube. Elle est vraiment très bien. C'est là où j'ai pris pas mal d'informations aussi. Donc, dans les années 80, on a commencé à parler de systèmes experts à base de cas. Donc, en fait, ça, c'est des outils assez simples qui consistent à collecter des cas. Donc, ça peut être des cas, par exemple, des patients. Ça peut être donc des éléments, oui, ça peut être des patients. Ça peut aussi être des pannes, par exemple, d'une machine, une panne automobile. Et donc, on va collecter énormément de cas, de choses qui se sont passées. Et quand on a un nouveau cas, eh bien, tout simplement, on va essayer de comparer ce nouveau cas à tous les cas précédents. Et du coup, ben, on va avoir une information classique qui va nous dire ah ben, ce cas-là, il ressemble à 75% à ce cas-là et puis 10% à ce cas-là. Donc du coup, c'est probable que ça soit la même cause que le premier cas. Et donc, du coup, voici ce que vous pouvez faire pour essayer de réparer la machine ou de soigner le patient. Donc ça, c'est vraiment des solutions très intéressantes qui sont utilisées encore maintenant, notamment pour soigner des patients. C'est en 1990 qu'on a commencé à parler de réseau de neurones ou data mining. Alors, c'était vraiment une grande révolution à l'époque. L'objectif, c'est de simuler en fait les neurones qu'on a dans la tête en créant des couches de neurones. Donc ici, dans l'exemple que je vous donne, il y a deux couches de neurones.
Et il y a l'entrée et la sortie. En fait, en entrée, on va donner une image ou des informations concernant quelque chose qui s'est passé. Donc, je vais prendre le cas d'une image parce que les réseaux de neurones sont notamment très utilisés pour l'analyse d'images automatiques. Donc, imaginons qu'on rentre une image d'un animal et en fait, en sortie, on va lui donner les différents types de choses auxquelles on s'attend. Donc, par exemple, imaginons qu'on va faire un réseau de neurones qui permettent de déterminer si une image est une image d'un chat ou l'image d'un chien. Tout simple. Vous voyez qu'il n'y a que deux solutions possibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner énormément d'images. On va l'entraîner, en fait, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, on va l'entraîner avec énormément de données. Et c'est là, du coup, où ça rejoint ce que je vous disais avant. Si on n'a pas beaucoup de données, on n'arrive pas à entraîner nos réseaux de neurones. Donc, je vais l'entraîner avec des milliers d'images en lui disant ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat. Et en fait, donc on va donner l'image en entrée de ce réseau de neurones et les réseaux de neurones, donc on va avoir des neurones et les liens entre les réseaux vont être de plus en plus faciles en fait. Ils vont se fluidifier au fur et à mesure que beaucoup de neurones passent par là. Et donc à la fin, une fois que le réseau de neurones sera entraîné, donc ça veut dire qu'il a eu beaucoup d'informations, on l'a entraîné sur beaucoup d'images, en fait, certains des liens vont être très gros, donc ça va être facile de passer par là, et d'autres vont être très petits, donc ça va être difficile de passer par là. Et quand on va donner une nouvelle image, complètement nouvelle, eh bien, il va repasser par les gros liens, et normalement, il va trouver la bonne chose. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé actuellement pour le diagnostic médical, pour les jeux d'échecs, mais aussi pour quelque chose que vous utilisez tout le temps, le tri postal. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait ces petits éléments en bas, là où vous deviez mettre le code postal? En fait, c'est tout simplement pour faciliter l'analyse et le traitement de l'image. C'est-à-dire que quand vous avez écrit vos petits numéros là, l'enveloppe va passer sous une webcam, tout simplement. L'ordinateur va regarder les numéros qu'il y a dans les cases et va, grâce à un réseau de neurones qui aura été entraîné avant par des milliers de chiffres 1, de chiffres 2, de chiffres 3 écrits à la main, donc un petit peu n'importe comment, il va arriver à analyser quel est le chiffre que vous avez mis et automatiquement après le mettre dans le bon tas pour partir au destinataire. Alors, donc ça, c'était l'apprentissage supervisé qui a vraiment pris son essor dans les années 2000. Et il y a aussi autre chose qui s'est passé dans les années 2000 et qui a contribué à la reconnaissance de l'intelligence artificielle, c'est les films. On pourrait croire que ça n'a rien à voir, mais en fait, si les films ont énormément d'importance dans la vision que les gens avaient de l'intelligence artificielle, vous vous rappelez notamment de Matrix ou de iRobot, qui montrent une vision assez pessimiste de l'intelligence artificielle où les robots veulent prendre le contrôle de l'humanité. En 2010, on a commencé à parler d'apprentissage non supervisé. Donc, si vous vous rappelez bien, en gros, ça veut dire que là, on a un réseau de neurones, mais cette fois, on n'a pas besoin de l'entraîner. Donc, c'est-à-dire que c'est le réseau de neurones qui va lui-même travailler sur ses stratégies de résolution de problèmes et qui va lui-même déterminer toutes les sorties possibles. Alors on va quand même l'aider, on va lui dire, par exemple, on va lui donner plein d'images et on va lui dire, là, il y a 10 animaux différents. Et du coup, c'est lui qui va déterminer, en fait, il va faire des tas d'images qui ressemblent un petit peu, qui se ressemblent, et il va dire, ok, ben voilà, j'ai trouvé mes 10 tas. Cette technique est utilisée notamment pour le jeu de Go. Alors j'ai mis des liens, vous pouvez cliquer dessus à chaque fois. Le jeu de Go est un jeu extrêmement complexe et on pensait vraiment pas qu'on arriverait, on pensait pas que ça serait possible de faire un algorithme qui pourrait battre un humain. Pour le jeu des échecs, c'est plus simple parce que on voit bien qu'il y a des stratégies qui sont plus meilleures que d'autres et on se rend bien compte assez rapidement qu'il suffit, entre guillemets, de prévoir les 10 prochains coups pour être mieux placé que l'autre personne. Mais le jeu de Go, c'est un jeu très complexe et grâce à l'apprentissage non supervisé,
l'ordinateur a réussi à se faire sa propre stratégie, et une stratégie assez étonnante d'ailleurs, mais qui a marché, parce qu'on a battu les joueurs. Et d'ailleurs, il continue toujours. Donc ça fait depuis belle lurette hein, que les ordinateurs sont meilleurs que les humains aux jeux d'échecs et aux jeux de Go. Et que c'est impossible de refaire des. Une fois qu'ils ont battu le meilleur humain, on va pas redemander à battre des humains. Donc en fait, ils continuent à faire des tournois, mais entre algorithmes. Donc maintenant, il y a des tournois mondiaux de jeux de Go ou de jeux d'échecs entre ordinateurs, ordinateur contre ordinateur. Et c'est des parties très rapides, hein, donc c'est pas très rigolo à regarder, mais voilà, pour les passionnés, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, oui, effectivement, une des grosses raisons aussi que l'intelligence artificielle est maintenant très utilisée, c'est la voiture autonome. La voiture autonome a besoin de reconnaître tout ce qu'elle voit devant elle. Il faut qu'elle analyse comme un humain tout ce qu'il y a devant pour prendre la décision d'aller plus vite, de s'arrêter, etc. Et il y a eu notamment des accidents, hein, malheureusement des accidents mortels. Vous pouvez aller voir le lien hein, dans l'accident de voiture. Bon, en fait, tout simplement, on avait donné des images de voitures au réseau de neurones qui fonctionnait très bien, mais dans ce cas-là, il y avait un camion bleu ciel, comme le ciel derrière, et du coup, le réseau de neurones n'a pas fonctionné correctement et n'a pas déterminé que c'était un camion, et malheureusement, la personne est décédée, la personne dans la voiture est décédée à cause de ça. Donc voilà, les réseaux de neurones, il y a encore du travail, mais on se rend compte que pour des tâches très cadrées, elles peuvent être comment dire, plus, euh, plus efficaces qu'un humain. Alors, l'IA a un impact, a plusieurs impacts d'ailleurs, directs sur notre vie. Alors, je vais vous donner des exemples concrets, j'espère qu'ils seront parlants en tout cas. Alors, la première chose, c'est la publicité ciblée. Je pense que vous êtes tous rendus compte que quand vous achetez un t-shirt sur Amazon ou sur n'importe quel site internet d'ailleurs, après, ou même que vous l'avez pas acheté, mais que vous l'avez regardé longuement, peut-être mis dans le, comment ça s'appelle, dans la petite boîte là. Et bien tout simplement, ces informations, tous les clics que vous faites sur une page web vont être tracés. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre ces informations-là, on va les associer à votre profil d'utilisateur et on va déterminer si vous avez regardé longuement un t-shirt que vous aimez bien ce type de t-shirt. Et du coup, ces informations-là vont être ensuite revendues à des personnes qui font de la publicité et qui vont ensuite vous proposer des publicités ciblées, c'est-à-dire soit le même t-shirt, soit des t-shirts qui ressemblent énormément. Et cela, pas seulement sur le site où vous êtes allé, mais sur tous les autres sites comme votre compte Facebook, comme votre compte Twitter, etc., etc. Il y a un autre système aussi qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Pinterest. C'est une application qui permet de vous montrer des choses intéressantes qui peuvent vous intéresser en gros. Et là, ils utilisent une autre technique, c'est-à-dire qu'ils font, en fonction de ce que vous aimez ou pas, de ce que vous sélectionnez comme élément d'intérêt, ils vont constituer un profil utilisateur et ensuite ils vont comparer ce profil utilisateur aux autres profils des utilisateurs utilisant la même application. Et en fonction de ce que les autres personnes similaires à vous ont aimé, ils vont vous proposer ces choses-là. Et c'est assez efficace, franchement. Moi, j'y suis dessus et je dois avouer que les propositions qu'on me fait sont assez pertinentes. Les recherches Google, bon là je ne vais pas trop vous en parler, hein, c'est un outil que vous utilisez tout le temps et vous savez que quand vous tapez des mots-clés sur la barre de recherche, Google va aller chercher en fait, va regarder dans toutes les pages existantes les pages web qui ont ces mots-clés et va ensuite les classer par ordre de pertinence. La pertinence est en fait calculée par un algorithme qui va donner plus ou moins de poids au fait que les mots-clés soient par exemple dans le titre ou en tout petit, le fait que la page web soit hébergée sur un site, du gouvernement, on va lui donner plus de poids, le fait que le site est un site que vous avez déjà consulté, etc., etc.
Donc cet ordre de pertinence va, alors là d'ailleurs je suis même pas sûre que ce soit de l'intelligence artificielle, je sais pas trop ce qu'ils utilisent, hein. Mais ça peut avoir un impact très important sur votre vie ou tout simplement l'information que vous pouvez avoir, puisque tout le monde sait que personne ne va au-delà de la deuxième page, au-delà de la première page de recherche de Google. Voilà, il y a un autre exemple aussi que j'ai trouvé parlant, et puis il y a eu pas mal de polémiques dessus récemment, c'est l'exemple de Tinder. Donc Tinder a un algorithme donc c'est une appli de rencontre, de rencontres amoureuses sur Internet, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, elle va proposer des matchs, donc des profils qui pourraient être partenaires en fonction d'un algorithme. Et récemment, on a découvert que cet algorithme favorisait une vision patriarcale de la société, dans lequel l'homme avait quelque chose de plus que la femme. Donc soit il était plus vieux, soit il avait plus d'études, soit il avait un meilleur salaire, etc., etc. Alors ça peut, alors moi ça m'embête personnellement. C'est assez scandaleux puisque effectivement enfin on ne peut pas, techniquement on ne peut pas tomber en tant que femme, on ne peut pas tomber sur un homme qui serait moins bien que nous entre guillemets, alors que peut-être que ça nous favoriserait peut-être qu'on préfère ce type d'homme. Euh, c'est embêtant à plusieurs raisons et notamment parce que l'information, la façon dont fonctionne l'algorithme n'est pas explicitée et on ne peut pas le changer. Alors que concrètement, ça serait pas très compliqué pour les développeurs de mettre dans les paramètres la possibilité de modifier ces paramètres. Excusez-moi, j'ai été interrompue par mon fils et du coup, je sais plus ce que je disais. Bref, oui, que Tinder, voilà. Il avait un algorithme, voilà, si, qu'on pourrait changer, mais que ces informations-là ne sont pas explicitées et du coup que les utilisateurs ne sont pas au courant du mécanisme qui les met en relation avec d'autres personnes. L'intelligence artificielle est aussi utilisée pour la régulation du trafic. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois quand vous êtes sur l'autoroute, on vous dit de rouler à 110 alors que tout va bien, il fait beau, il n'y a pas beaucoup de voitures. Eh bien, c'est tout simplement parce que les caméras ont pu analyser que plus loin, il y avait un trafic, enfin, il y avait trop de voitures. Et du coup, qu'en amont, si on a envie de fluidifier le trafic doit être régulé comme ça. Donc ça, c'est tout automatique, hein. Il n'y a pas du tout d'humains qui interviennent maintenant. Tout est automatique avec les caméras qui permettent de mesurer, de compter en fait le nombre de voitures par minute. Voilà, la voiture autonome, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous parler de ça. Alors, il y a plein de types d'intelligence artificielle. Je ne vais pas tous vous les faire, mais je vais juste vous en donner deux, trois que je trouve intéressants. Il y a notamment l'algorithme génétique. Alors, l'algorithme génétique, ça consiste à jouer un peu à Dieu. C'est-à-dire qu'on va prendre différents algorithmes et on va les faire travailler sur un problème. Donc, par exemple, le problème du chat et du chien. Et on va les noter. On va dire, bah, celui-là n'est pas très bien réussi, celui-là est très bien réussi, ah, et celui-là aussi, il a bien réussi. En fait, on va prendre, parmi une population, on va prendre les algorithmes qui ont le mieux réussi à un problème donné, et on va les matcher ensemble, et ils vont faire des bébés. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre certaines caractéristiques de l'un, certaines caractéristiques de l'autre, et on va mettre un peu d'aléatoire, un peu comme ce qui se passe dans la vraie vie. Et comme ça, on va pouvoir créer une nouvelle génération d'algorithmes. Et encore une fois, on va les tester sur un problème donné, prendre les deux meilleurs, et on va continuer comme ça à tester, à créer en fait des nouveaux algorithmes. C'est une technique qui est très utilisée pour les robots de combat, notamment ils font des batailles de robots, et cette technique-là marche apparemment très bien. Donc au fur et à mesure, vous avez des robots qui évoluent, qui ont des nouvelles machines, des nouveaux codes et en fait voilà, ils se sont multipliés tout seuls quoi. Voilà. Je vais aussi vous parler du système multi-agent. Je ne sais pas si on peut voir. Ah mince. Je vais juste je vais faire en sorte qu'on voit la vidéo. Ça marche pas? Ah bah non, ça marche pas.